Quand mon père me dit tu es un fardeau pour nous, je ne pleure pas. Quand ma mère détourne le regard vers son assiette, je ne crie pas. Je me lève simplement de table, je vais dans ma chambre et je fais ma valise. J'ai 18 ans, j'ai vécu 10 ans dans la douleur et aujourd'hui j'entends enfin la vérité. Je n'ai jamais été leur fille. J'étais juste un problème qui n'a pas été résolu pendant trop longtemps. Je m'appelle Susan Campbell et j'ai grandi dans l'Ohio, dans une petite ville où tout le monde se connaît et où le plus grand événement de l'année est la foire de Thanksgiving. Mon père Lloyd est mécanicien dans une usine de fabrication de tuyaux. Il a 46 ans, ses mains sont toujours couvertes de graisse, même quand il rentre à la maison. Ma mère Nancy est caissière dans un supermarché, elle a 44 ans. Elle sait sourire aux clients 12 heures par jour, mais à la maison, son visage est toujours fatigué et vide. Nous vivions normalement jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 8 ans. C'est alors que tout a commencé. Au début, c'était juste de la fatigue. Je ne pouvais pas me lever le matin, même si j'avais dormi toute la nuit. Puis, mes muscles ont commencé à me faire mal, comme si quelqu'un les tordait de l'intérieur. Je tombais pendant les cours de sport, je ne pouvais pas tenir mon stylo en classe, je m'endormais sur mon bureau. Mes parents m'ont emmené chez différents médecins. D'abord chez le médecin de famille, puis chez des spécialistes dans la ville voisine, puis dans un grand hôpital à Columbus. Là, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune rare qui attaque les muscles et les tissus conjonctifs. Il n'y a pas de remède, seulement un traitement de soutien, des examens réguliers et l'espoir que cela s'améliore avec l'âge. Cela ne s'est pas amélioré. Je manquais l'école 2 ou 3 jours par semaine. Je ne pouvais rien faire qui exigeait un effort physique. Mes amis ont progressivement cessé de m'inviter à sortir. Il est difficile d'être ami avec une fille qui dit tout le temps non, je ne peux pas, je ne me sens pas bien. Mes parents m'emmenaient à des rendez-vous, acheter des médicaments, payer les analyses. Je les entendais se disputer le soir dans la cuisine quand ils pensaient que je dormais. Maman parlait des factures, papa jurait et demandait pourquoi les autres enfants étaient en bonne santé et pas le leur. Et puis Cheryl est arrivée, ma petite sœur, née en bonne santé, forte et belle. Elle a maintenant 16 ans. Elle joue au volleyball, fait de l'athlétisme, a reçu des offres de bourse de 2 universités. Mes parents assistent à tous ses matchs. Ma mère lui achète de nouveaux équipements sportifs et des baskets quand c'est nécessaire. Mon père vient aux compétitions et crie depuis les tribunes. Je reste généralement à la maison car le long trajet et les salles froides me font du mal. Parfois, je regarde les photos sur les réseaux sociaux. Toute la famille sourit. Cheryl tient la coupe. Ses parents la serrent dans leurs bras. Je ne suis pas sur ces photos. Aujourd'hui, c'est le soir de ma remise de diplôme. J'ai obtenu une moyenne correcte, pas excellente, mais pas mauvaise non plus, compte tenu de toutes mes absences. Il n'y a pas eu de cérémonie car j'ai refusé d'y assister. Pourquoi monter sur scène et recevoir mon diplôme devant des gens qui ne se souviennent de moi que comme cette fille malade? À la place, nous avons eu un dîner en famille. Maman a préparé du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et de la salade. Cheryl regardait son téléphone sous la table, écrivait des messages à quelqu'un et gloussait de temps en temps. Papa mangeait en silence, coupait sa viande et buvait de la bière. J'attendais qu'il dise quelque chose à propos de la remise des diplômes, qu'il me félicite, qu'il me demanderait de mes projets, mais papa a simplement posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche avec une serviette et a dit Suzanne, il faut qu'on parle. Maman n'a pas levé les yeux. Tu as 18 ans maintenant, a-t-il poursuivi. Tu es adulte, et nous avons décidé de ne plus te soutenir financièrement. Je le regardais sans comprendre ses paroles. Mon cerveau refusait de les assimiler. Que veux-tu dire demandai-je. Je veux dire que nous ne paierons pas tes études universitaires, ni ton logement. Les médicaments et les médecins sont également à ta charge. Nous avons suffisamment dépensé pour toi au cours des 10 dernières années. C'est maintenant au tour de Cheryl. Elle a du potentiel, elle a besoin de soutien pour entrer dans une bonne université. Et toi, eh bien, tu ne pourras pas travailler normalement avec ta santé. Il vaut donc mieux que tu t'habitues à résoudre tes problèmes toute seule. Les mots tombèrent sur moi comme des pierres, chacun séparément, lourds, froids. Papa, je n'ai rien demandé, dis-je doucement, je ne voulais pas être malade. Personne ne le voulait, rétorqua-t-il. Mais c'est un fait, tu es un fardeau pour cette famille, et je ne peux plus porter ce fardeau alors que je dois penser à l'avenir de cet enfant qui, elle, a vraiment un avenir. Je regardais ma mère. Elle était assise, la tête baissée, tournant sa salade dans son assiette avec sa fourchette. Elle ne dit pas un mot. Cheryl leva enfin les yeux de son téléphone, me regarda et se replongea dans son écran. Elle s'en fichait. Maman, tentai-je. Elle me regarda enfin, il n'y avait aucune compassion dans ses yeux, seulement de la fatigue. Ton père a raison, Suzanne, nous devons penser à Cheryl, elle est notre espoir. Je me suis lentement levée de table, mes jambes tremblaient, mais j'ai réussi à garder l'équilibre. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai sorti une vieille valise de sous mon lit. J'ai commencé à y mettre mes affaires. Des jeans, des t-shirts, quelques livres, des médicaments dans un récipient en plastique, des documents. Tout tenait dans une seule valise. C'est étrange de réaliser que votre vie tient dans si peu. J'ai regardé autour de moi les posters sur les murs que je n'avais pas enlevés depuis des années. L'étagère avec les livres que je lisais quand je me sentais trop mal pour sortir de chez moi. Le lit dans lequel j'ai passé plus de temps qu'aucun enfant en bonne santé ne devrait passer. Rien de tout cela ne m'appartient. J'ai toujours été une invitée ici. Quand je suis sortie par la cuisine, mon père était assis devant la télévision, ma mère faisait la vaisselle, Cheryl était déjà montée dans sa chambre. Personne ne m'a arrêtée. Personne ne m'a dit attends, excuse-moi, parlons-en encore.
Je suis simplement sortie par la porte d'entrée et je l'ai entendu se refermer derrière moi avec un léger clic. Je suis maintenant à l'arrêt de bus. Le soleil se couche, le ciel s'assombrit, l'air est frais. J'ai 237 $ dans ma poche, tout ce que j'ai pu économiser ces 2 dernières années en travaillant quelques heures par semaine à la bibliothèque. Mon téléphone indique 23h48. Le dernier bus pour la ville part à minuit. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'amis prêts à m'accueillir. Je n'ai pas de famille qui voudrait avoir affaire à l'enfant à problème des Campbell. Mon corps me fait mal, comme d'habitude. Ma jambe droite est engourdie, mon épaule gauche me tire. Je sais que demain sera pire si je ne me repose pas correctement, mais pour la première fois en 10 ans, je ressens autre chose que de la douleur, quelque chose de froid et de dur qui se développe dans ma poitrine, de la colère. Une colère pure et vive envers les personnes qui auraient dû me protéger, mais qui m'ont plutôt considéré comme un mauvais investissement. Le bus m'amène en ville à 1h du matin, je descends à l'arrêt central avec ma valise à la main et mon téléphone qui affiche 3% de batterie. Il fait froid. En octobre, dans l'Ohio, c'est presque l'hiver, surtout la nuit. Je me tiens sous un lampadaire et je réfléchis à ce que je vais faire. J'ai une adresse, une seule personne qui ne me claquera pas la porte au nez, tante Marlène, c'est la sœur cadette de ma mère, elle a 51 ans. Elle travaille comme assistante dans une clinique vétérinaire et vit seule dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Je l'ai vue pour la dernière fois il y a 5 ans. Elle s'était disputée avec ma mère à propos de quelque chose, je ne sais pas exactement quoi. Ma mère n'aimait pas parler de Marlène, elle disait seulement ta tante a toujours su compliquer les choses. Je compose son numéro. La sonnerie retentit, longue, interminable. Enfin, quelqu'un décroche. Allô? La voix est endormie, agacée. Tante Marlène, c'est Suzanne. J'ai besoin d'aide. Pause, longue, j'entends sa respiration. Suzanne, où es-tu? À la gare routière. J'ai quitté la maison. Mes parents, ils ne veulent plus me garder. Je n'ai nulle part où aller. Une autre pause, puis un soupir. D'accord. Tu te souviens de l'adresse? Oui. Viens, on va discuter. Le taxi coûte 20 $. Je compte chaque dollar, chaque centime. Il me reste 217 $. Cela devrait suffire pour manger jusqu'à ce que je trouve un travail. Si Marlène me permet de rester. Elle ouvre la porte vêtue d'un pantalon de sport et d'un vieux t-shirt avec le logo de la clinique. Ses cheveux sont gris, coupés courts. Son visage est sans maquillage, avec des rides autour des yeux. Elle me regarde, regarde ma valise, puis me regarde à nouveau. Entre, dit-elle en s'écartant. L'appartement est petit, une cuisine, un salon, 2 chambres, ça sent les chiens, mais je ne vois aucun chien. Un chat roux et gras est allongé sur le canapé. Il lève la tête, me regarde avec indifférence et se rendort. Assieds-toi, dit Marlène en me montrant une chaise près de la table de la cuisine. Raconte, je parle du dîner, de ce que mon père a dit, du silence de ma mère. Marlène écoute sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle hoche la tête. Nancy a toujours été pragmatique, dit-elle. Trop pragmatique. Si quelque chose ne lui est pas utile, elle s'en débarrasse, y compris les gens. Ils ont dit que j'étais un fardeau, je sais. Comment? Je connais ma sœur. Elle a dit la même chose à mon sujet quand j'ai divorcé, que j'étais un fardeau pour la famille, que je les embarrassais devant les voisins. Nancy se soucie beaucoup de ce que les autres pensent. Et toi, Suzanne, tu ne correspondais pas à l'image de la famille idéale. Elle se lève, verse de l'eau dans la bouilloire et la met sur la cuisinière. Tu peux rester, dit-elle sans me regarder. Il y a une chambre libre. Mon fils y vivait, mais il est parti en Californie il y a 5 ans. Il ne reviendra pas. Tu peux l'utiliser, mais je ne te retiendrai pas. Quand tu trouveras un travail, tu paieras la nourriture et les charges. Un tiers de ce que tu gagneras. Ça te va? J'acquiesce. Ça me va. Très bien. Alors va te coucher. Demain, tu commenceras à chercher du travail. La chambre est petite mais propre. Il y a un lit, une armoire, une table sous la fenêtre. Sur les murs, on voit les traces des posters qui ont été décollés il y a longtemps. Je m'allonge sur le lit sans me déshabiller et je regarde le plafond. Mon corps me fait mal, mes muscles sont tendus, mes articulations me font souffrir, je m'y suis habituée. La douleur est le fond de ma vie. Mais aujourd'hui, elle est différente. Aujourd'hui, elle me rappelle que je suis en vie, que j'ai quitté la maison où je n'étais pas la bienvenue, que j'ai commencé quelque chose de nouveau. La matinée commence lorsque Marlène me réveille à 8 heures. Lève-toi, tu viens avec moi, il y a un poste vacant dans la pharmacie près de la clinique, caissière. Si tu arrives à temps aujourd'hui, tu pourras passer un entretien. Je me lève, je me lave, j'enfile un jean propre et un t-shirt simple. Marlène m'emmène dans son vieux pick-up. La pharmacie fait partie d'une grande chaîne, rien de spécial. Des portes vitrées, un intérieur blanc, des étagères avec des médicaments et des cosmétiques. La responsable, une femme d'une quarantaine d'années, fatiguée, un dossier à la main, me regarde rapidement. Expérience professionnelle, bibliothécaire, 2 ans, à temps partiel. Pourquoi avez-vous quitté votre emploi? J'ai terminé mes études, j'ai déménagé. Elle hoche la tête. Quand pouvez-vous commencer? Aujourd'hui. Très bien, demain à 9 heures. Le salaire est minimal, le planning est de 5 jours par semaine, les journées sont de 8 heures. Ça vous convient? Oui. Et me voilà de nouveau au travail. Le travail de caissière n'est pas compliqué. Scanner les articles, encaisser, rendre la monnaie, sourire. Je souris rarement, mais les clients s'en moquent. Ils viennent, achètent des médicaments ou des préservatifs ou du shampoing et repartent. Personne ne me regarde dans les yeux, je ne les intéresse pas. C'est même mieux ainsi. Les 2 premières semaines passent vite, je travaille, je retourne chez Marlène, je lui donne un tiers de mon salaire, j'achète à manger, je vais me coucher. Mon corps s'habitue lentement à ce nouvel emploi du temps. C'est difficile de rester debout pendant 8 heures. À la fin de mon service, mes jambes sont engourdies, mon dos me fait mal, mes mains tremblent, mais je tiens bon. Je ne me plains pas, je ne montre pas à quel point je souffre.
Un jour, à la fin de la troisième semaine, j'ai du mal à tenir jusqu'à la fermeture, mes muscles me brûlent, ma tête tourne, je m'appuie contre la caisse pour ne pas tomber, et là, il s'approche. Tu ne te sens pas bien? Je lève la tête. Devant moi se tient un jeune homme d'environ 26 ans, vêtu d'une blouse blanche avec une étiquette Taggart Price, pharmacien. Cheveux foncés, lunettes, visage calme, il travaille ici depuis le premier jour, mais nous n'avons presque pas parlé. Il est dans sa zone, derrière la vitre où l'on prépare les ordonnances, et moi dans la mienne, près de la caisse. Ça va, dis-je, ça n'en a pas l'air, assieds-toi. Il prend une chaise dans l'arrière-boutique et la place près de la caisse. Assieds-toi, répète-t-il. Ton service s'est terminé il y a 5 minutes. Pas besoin de mourir sur son lieu de travail. Je m'assois, mes jambes se détendent instantanément. Je ferme les yeux et respire. Qu'est-ce qui t'arrive demande-t-il. Rien. Ne me mens pas, je vois comment tu bouges, avec précaution, comme si chaque pas te faisait souffrir. Qu'est-ce que c'est? De l'arthrite? De la fibromyalgie? J'ouvre les yeux et le regarde. Il ne semble pas intéressé par pitié, il est simplement intéressé par son métier. Une maladie auto-immune, dis-je enfin. Rare, elle attaque les muscles et les tissus conjonctifs. Quand cela a-t-il commencé? Quand j'avais 8 ans. Taggart enlève ses lunettes, les essuie avec le bord de sa blouse, puis les remet. Soudainement? Oui, en été. D'abord la fatigue, puis la douleur, puis tout le reste. Y a-t-il eu un déclencheur? Je ne comprends pas. Quoi? Le déclencheur. Ces maladies ne commencent généralement pas sans raison, quelque chose les déclenche. Une infection, un traumatisme, un stress intense ou une réaction à un médicament. Y a-t-il eu quelque chose de ce genre? Je réfléchis. Personne ne m'a jamais posé cette question. Les médecins se sont contentés de constater le fait, vous avez une maladie auto-immune, voici les médicaments, voici les recommandations. Personne n'a cherché la cause. Je ne sais pas, dis-je lentement. Attends, alors il y a eu quelque chose. Nous sommes allés dans une nouvelle clinique. Maman disait que c'était à titre préventif. On m'a donné quelque chose, des gélules blanches, tous les matins. Comment s'appelait la clinique? Saint-François, je crois, ou quelque chose comme ça. Et quelles étaient ces gélules? Je ne sais pas. Maman disait que c'était des vitamines ou un médicament pour renforcer le système immunitaire. Je n'ai pas vu l'emballage. Taggart me regarde attentivement. Combien de temps les as-tu prises? Un mois peut-être, puis les symptômes ont commencé et nous avons arrêté. Les médecins de l'hôpital ont dit d'arrêter tout sauf ce qu'ils prescrivaient. Il reste silencieux, puis il dit: si les symptômes sont apparus après la prise du nouveau médicament, ce n'est peut-être pas une coïncidence, surtout s'il s'agissait d'un traitement expérimental. La clinique Saint-François, j'en ai entendu parler, ils faisaient des recherches dans les années 2000, des programmes sur le système immunitaire, puis ils ont fermé, je crois. J'ai froid. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais quelque chose dans ses paroles m'effraie. Vous dites que ces gélules pourraient m'avoir rendu malade? Je ne sais pas, mais cela vaut la peine de vérifier. Vos parents ne vous ont pas donné de détails? Je ris. Mon rire est amer. Mes parents ne m'ont rien dit, ils m'ont simplement mis à la porte il y a un mois parce que je leur coûtais trop cher. Taggart reste silencieux, puis il pose sa main sur mon épaule, légèrement, prudemment. Désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas normal. Quelque chose dans ces paroles a touché quelque chose dans ma tête. Thérapie expérimentale, recherche des capsules qui auraient pu provoquer la maladie au lieu de renforcer le système immunitaire. Le soir, je m'assois dans la cuisine de Marlin et lui raconte ma conversation avec Taggart. Elle écoute en silence, boit son thé, regarde par la fenêtre. Tu te souviens de cette clinique? Lui ai-je demandé. Saint-Francis? Marlène a mis du temps à répondre, puis elle a posé sa tasse sur la table et m'a regardée. Je m'en souviens. Tes parents avaient ensigné des papiers à l'époque. Nancy avait dit que c'était pour la recherche, qu'ils seraient même payés pour y participer. À l'époque, j'avais trouvé ça bizarre de payer pour soigner un enfant. Mais ta mère a toujours aimé l'argent facile. Un frisson me parcourt l'échine, je sens les poils de ma nuque se hérisser. Combien leur ont-ils payé? Je ne sais pas, Nancy ne m'en a pas parlé, mais elle était très contente à l'époque. Elle s'est acheté un nouveau sac, je m'en souviens, un sac cher. Je suis assise et je ne peux pas bouger. Mes parents ont signé des papiers, ils ont reçu de l'argent. Pourquoi? Pour avoir permis qu'on m'utilise comme cobaye. Quel papier? Demandai-je doucement. Je ne sais pas, Suzanne, je ne les ai pas vus. Mais si tu veux savoir, il faut chercher chez eux, ou à la clinique, si elle existe encore. Je regarde Marlène, son visage est calme, mais il y a quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui ressemble à de la compassion. Qu'ont-ils fait de moi? Je demande. Marlène ne répond pas. Elle prend seulement ma main et la serre. Fortement. Je pars pour Elmwood mardi matin. Marlène me donne les clés de son pick-up et me dit: si tu les vois, ne te dispute pas avec eux, prends simplement les papiers et pars. J'acquiesce, mais je sais que mes parents ne seront pas là. Papa est au travail jusqu'à 16 heures, maman jusqu'à 15 heures, Cheryl à l'école jusqu'à 17 heures après l'entraînement. J'ai 5 heures, ça suffira. Le trajet dure 1 heure, je roule lentement car je n'ai pas conduit depuis longtemps et j'ai peur de faire une erreur. Mon corps me fait moins mal que d'habitude, l'adrénaline m'aide sans doute. J'ai les idées claires, je sais ce que je cherche. Les papiers, le contrat, la preuve que mes parents ont signé quelque chose pour lequel ils ont été payés. Pour moi. Elmwood est exactement comme il y a un mois, des rues calmes, des maisons basses, des feuilles jaunes sur les trottoirs. Je me gare à 2 pâtés de maison de la maison. Je ne veux pas que les voisins voient le pick-up Marlin et appellent mes parents. Je marche, les mains dans les poches de ma veste. Il fait froid, le ciel est gris, le vent est vif. La maison semble vide, les volets sont fermés, il n'y a pas de voiture. Je m'approche de la porte, je sors la clé que j'ai emportée avec moi avant de partir il y a un mois. Je l'insère dans la serrure. Je la tourne, la porte s'ouvre, à l'intérieur tout est calme.
Ça se sent comme d'habitude. Le café, la lessive, quelque chose de vieux. Je reste dans le couloir et j'écoute. Rien. Seul le frigo ronronne dans la cuisine. Je vais dans le bureau de mon père. C'est une petite pièce au rez-de-chaussée où il garde ses papiers, ses outils, ses vieux magazines. La table est encombrée de factures, de reçus, de chèques. Je commence à chercher méthodiquement. D'abord le tiroir du haut, puis celui du milieu, puis celui du bas. Rien. Des polices d'assurance, des déclarations d'impôts, des bons de garantie pour des appareils électroménagers, rien sur la clinique, rien sur moi. Je passe à l'armoire. Il y a des boîtes avec des documents, des dossiers avec des inscriptions, maison, voiture, école Cheryl. J'ouvre les dossiers les uns après les autres. Dans le dossier école Cheryl, il y a des diplômes, des certificats, des photos de compétition. Le visage souriant de ma sœur avec des coupes, mes parents la cernent dans leurs bras, je ne suis pas sur la photo. Je pose le dossier et prends le suivant, et là, je la vois, en bas, sous les anciennes déclarations fiscales. Un dossier sans inscription, gris, un peu froissé, je l'ouvre. La première page est un document juridique. Titre: Accord de confidentialité et de règlement des réclamations. Date: il y a 10 ans. J'avais 8 ans à l'époque, je m'assois par terre et je lis. Partie A, ci-après dénommée les demandeurs. Lloyd Campbell et Nancy Campbell, représentants légaux de la mineure Suzanne Campbell. Partie B, ci-après dénommée le défendeur. Saint Francis Medical Center, personne morale enregistrée dans l'État de l'Ohio. Objet de l'accord, règlement des réclamations liées à la prestation de services médicaux à la mineure Suzanne Campbell. Condition: le défendeur reconnaît que, lors de la participation de Suzanne Campbell à l'essai clinique du médicament expérimental Immunoboost 17, une réaction indésirable imprévue s'est produite, entraînant le développement d'une maladie auto-immune. Le défendeur s'engage à verser au demandeur une indemnité d'1,2 million américains dans les 30 jours suivant la signature du présent accord. Les demandeurs s'engagent à ne pas divulguer d'informations sur l'essai clinique, ses résultats, ses effets secondaires et le versement de l'indemnité. Le non-respect de cette clause entraîne le remboursement de la totalité de l'indemnisation et le paiement d'une amende de 500 000 dollars. Les demandeurs renoncent à toute autre réclamation à l'encontre du défendeur liée à la prestation de services médicaux à Suzanne Campbell. Je lis 3 fois. Puis une fois de plus, les mots se brouillent devant mes yeux. 1,2 million. Mes parents n'ont reçu 1,2 million pour ma santé. Pour 10 ans de douleur, de faiblesse, d'opportunités perdues, pour ma vie brisée. Je tourne les pages, il y a des signatures. Lloyd Campbell, une écriture lisible et ferme. Nancy Campbell, des lettres arrondies, un peu enfantines. Le représentant de la clinique, une écriture illisible. La page suivante, un relevé de compte bancaire, recette 1,2 million. Expéditeur, Centre médical Saint-François, je regarde les chiffres, 1,2 million. Mes parents, un mécanicien et une caissière qui se plaignaient toujours des factures, des médicaments coûteux, du fait que je leur coûtais trop cher, ont reçu plus d'1 million et ils ont vécu comme si de rien n'était. Une maison modeste, une vieille voiture avant le pick-up qu'ils ont acheté récemment. Pas de voyage, pas de luxe. Où est passé l'argent? Je continue à feuilleter. Il y a encore des documents, des relevés de compte sur plusieurs années. Je parcours les lignes du regard. Paiement des soins de Suzanne Campbell, 3 000 dollars. Paiement des médicaments, 2 000 dollars. Paiement des analyses, 800 dollars pour la première année, 9 000 au total, pour la deuxième, 8 pour la troisième, 6. Le montant diminue car les médecins ont progressivement réduit les doses lorsqu'ils ont vu que cela n'aidait pas. Au total, mon traitement a coûté environ 40 000 dollars en 10 ans, peut-être 50 si l'on compte tout. Et le reste, je trouve la réponse à la page suivante. Ouverture d'un compte de dépôt au nom de Cheryl Campbell. Montant, 200 000 dollars. Objet, fonds pour l'éducation. Un autre compte, montant 300 000 dollars, objet, portefeuille d'investissement. Encore un relevé, achat d'un pick-up, montant 42 000 dollars, il y a 2 mois, rénovation de la cuisine, 12 000. Je fais le calcul dans ma tête. Cela fait environ 600 000 dollars pour Cheryl, la voiture, les travaux, les investissements. Il reste encore 600 000. Où sont-ils? Je continue à regarder. Relevé bancaire des dernières années. Compte au nom de Lloyd et Nancy. Solde 580 000 dollars. Ils les gardent simplement sur le compte. Ils les gardent et n'en font rien. Comme s'ils attendaient. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ma mort? Pour s'assurer que je ne leur serai plus utile, je suis assise sur le sol du bureau de mes parents et je ne peux plus respirer. Quelque chose de lourd et de froid me serre la poitrine. Mes parents ont reçu 1,2 million parce que leur fille a été mutilée par un traitement expérimental et ils ont dépensé moins de 5% de cette somme pour moi. Ils ont mis le reste sur des comptes, acheté un pick-up, fait des travaux, mis de côté pour Cheryl et ils m'ont jeté dehors en disant que je coûtais trop cher. Je prends mon téléphone, je photographie chaque page, le contrat, les relevés, les factures, tout. Mes mains tremblent, mais je me force à prendre des photos nettes. Puis je remets les documents dans le dossier, je le range sous les déclarations, je ferme l'armoire, je me lève, mes jambes me portent à peine. Je me dirige vers la porte, je jette un dernier regard à la maison, au salon avec les photos de Cheryl sur les murs, à la cuisine avec son nouveau carrelage, les escaliers qui mènent à mon ancienne chambre où j'ai passé 10 ans dans la douleur. Je sors, je verrouille la porte, je me dirige vers la camionnette. Quand j'arrive chez Marlène, c'est déjà l'heure du déjeuner. Elle est assise dans la cuisine avec une tasse de thé et me regarde. Tu as trouvé. Je hoche la tête, je sors mon téléphone et lui montre les photos. Marlène les regarde en silence. Son visage devient impassible. Quand elle a fini, elle pose le téléphone sur la table et regarde par la fenêtre.
1 200 000, dit-elle doucement. Je savais qu'ils avaient reçu quelque chose, mais je ne pensais pas que c'était autant. Où dois-je aller avec ça? Je demande. Chez un avocat, Taggart m'aide à trouver un avocat. Il s'appelle Curtis Holmes, il a environ 50 ans et travaille dans un petit cabinet à la périphérie de la ville. Marlin m'y emmène le lendemain. Curtis Holmes a l'air fatigué, cheveux gris, lunettes sur le bout du nez, costume qui a connu des jours meilleurs. Il écoute mon histoire, regarde les photos des documents, prend des notes. Quel âge avez-vous actuellement? Demande-t-il. 18 ans. Quand avez-vous eu votre anniversaire? En juin, il hoche la tête, donc il y a 4 mois. Très bien, c'est important. Pourquoi? Parce que l'accord a été signé par vos parents en tant que vos représentants légaux. Cela signifie que formellement, l'argent leur appartient et non à vous. Ils avaient le droit de disposer de l'indemnisation à leur guise tant que vous étiez mineur. Je sens quelque chose de froid se répandre en moi. Donc ils n'ont rien enfreint. Légalement, non, moralement, c'est une autre question. Il enlève ses lunettes, les essuie. Mais il y a une nuance. Vous êtes désormais majeur. Cela signifie que vous avez le droit d'intenter votre propre action en justice contre la clinique. L'accord interdisait à vos parents d'intenter de nouvelles actions en justice, mais personne ne vous a personnellement obligé à garder le silence. Vous n'avez pas signé ce document, vous ne saviez même pas qu'il existait. Je peux intenter un procès? Oui, mais cela prendra du temps, la clinique se défendra, elle dépensera beaucoup d'argent en avocat, vous devez vous y préparer. Combien puis-je obtenir? Si vous gagnez, peut-être autant que vos parents, peut-être plus, peut-être moins. Cela dépendra des expertises, des témoins, de la qualité des preuves. Mais il y a une chance, je la vois. Combien cela coûtera-t-il? Je travaille au pourcentage. Si nous gagnons, je prends 30% du montant. Si nous perdons, rien. Êtes-vous prête à cela? Je pense que oui. 30% d'un million, c'est beaucoup, mais 70% d'un million, c'est mieux que rien. Je suis prête. Curtis hoche la tête. Alors commençons. J'ai besoin de tous les documents médicaux que vous avez, les noms des médecins qui vous ont soigné, les registres de vos visites à la clinique. S'il y a des témoins, des personnes qui peuvent confirmer que vous avez été recruté pour l'étude sans avoir été correctement informé, c'est encore mieux. J'acquiesce, ma tête bourdonne, c'est trop d'informations, trop de projets. Je retourne chez Marlène en silence. Taggart est assis sur le siège avant et me jette de temps en temps un coup d'œil. Tu es sûr? Demande-t-il enfin. De quoi? Que tu veux le faire? Intenter un procès? Contre la clinique? Contre tes parents, en fait? Je regarde par la fenêtre, derrière la vitre défilent des arbres, des maisons, des gens qui vivent leur vie normale. Ils ont reçu 1 million pour ma santé, dis-je doucement, et ils ont dépensé moins de 50 000 pour moi. Ils ont mis le reste à la banque et pour Cheryl, et ils m'ont jeté en disant que j'étais un fardeau. Oui, je suis sûre. Taggart ne pose plus de questions. Le soir, je suis assise dans la cuisine de Marlène et je regarde mon téléphone. Le numéro de mon père s'affiche à l'écran. J'appuie sur la touche d'appel. Ça sonne une fois, deux fois, trois fois, puis une voix familière. Allô, papa, c'est Suzanne. Pause, puis qu'est-ce que tu veux? Je respire profondément. 1 200 000 $ pour ma maladie. Où sont-ils? Silence. Long, j'entends sa respiration. Comment le sais-tu? Demande-t-il enfin. Peu importe comment, ce qui importe c'est que je le sais, vous avez reçu de l'argent parce qu'un traitement expérimental m'a mutilé, et vous ne m'avez rien dit. Tu étais une enfant, cela ne te concernait pas. C'est mon corps, mes 10 années de souffrance, mon argent, il rit, bref, sec. Ton argent, Suzanne, tu ne savais même pas qu'il existait, c'est nous qui avons signé les papiers. Nous sommes allés voir les avocats, nous nous sommes battus contre la clinique, c'est notre compensation. Compensation pourquoi? Pour avoir permis qu'on m'utilise comme cobaye. Compensation pour avoir passé 10 ans à s'occuper d'une enfant malade. Pour ne pas avoir pu vivre normalement parce qu'on t'emmenait sans cesse chez le médecin. Pour avoir perdu du temps, de l'argent, nos nerfs. Tu crois que c'était facile de voir ta fille souffrir sans pouvoir rien faire? Vous avez dépensé moins de 50 000 $ pour moi, dis-je. J'ai vu les relevés, vous avez mis le reste sur des comptes. Pour vous, pour Cheryl. Nous avons décidé que cet argent était plus utile à la famille qu'à toi. Cheryl a un avenir, pas toi, c'était un choix pratique. Un choix pratique, Anna, je répète. Vous avez reçu 1 million pour ma santé et vous avez décidé que je ne le méritais pas. Tu n'aurais pas su en disposer correctement. Tu ne savais même pas qu'il existait et nous l'avons gagné. Nous avons traversé un procès, des négociations, du stress. C'est notre récompense. Je serre le téléphone si fort que j'en ai mal à la main. Ce n'est pas une récompense, c'est du vol. Appelle ça comme tu veux. Cet argent est à nous et si tu essaies de faire quoi que ce soit, nous engagerons des avocats. Nous prouverons que tu es instable, que tu mens, que tu as toujours été une enfant à problème qui cherchait à attirer l'attention. Essaie, dis-je doucement. Quoi? Essaie, engage des avocats, base-toi contre moi, mais je porterai plainte contre la clinique en mon nom et tout le monde saura que vous avez reçu 1 million pour votre fille handicapée et que vous l'avez jetée à la rue en disant qu'elle était un fardeau. Silence, puis il dit. Vous le regretterez, peut-être, mais au moins j'essaierai. Je raccroche, mes mains tremblent, mon cœur bat si fort que j'en ai mal. Marlène est assise en face de moi et me regarde. Tu vas vraiment le faire? Demande-t-elle. Oui, ça va être difficile. Ils ne vont pas abandonner comme ça. Je sais. Marlène se lève, s'approche de moi et pose sa main sur mon épaule. Alors je suis avec toi. Je la regarde, cette femme qui m'a accueillie alors que je n'avais nulle part où aller, qui ne m'a pas posé de questions, qui ne m'a pas jugée, qui ne m'a pas rejetée.
Merci, dis-je, elle me serre l'épaule. Ne me remercie pas, gagne, c'est tout. Je me couche à minuit, mais le sommeil ne vient pas. Je reste allongée et je regarde dans le noir. Je pense aux 1,2 million de dollars que mes parents ont reçus pour ma vie brisée. Je pense à la façon dont ils ont vécu pendant 10 ans en sachant que cet argent était sur leur compte sans m'en dire un mot. Je pense à la façon dont ils m'ont rejeté quand je suis devenue un fardeau trop lourd à porter. Je pense à Cheryl. Est-ce qu'elle sait que son université, son avenir, ses investissements sont financés par l'argent de ma maladie? Est-ce que ça lui est égal? Je pense à la clinique Saint-François, aux médecins qui m'ont donné un médicament expérimental et ont détruit mon corps. Je me demande s'ils savaient déjà que cela allait arriver. Était-ce une erreur ou n'ont-ils tout simplement pas fait suffisamment de vérifications? Je pense au procès, à ce qui se passera quand je porterai plainte, aux avocats, aux expertises, aux témoins, au fait que mes parents trouveront un moyen de se battre, au fait que Cheryl témoignera peut-être contre moi, mais surtout, je pense à une chose. Je ne reculerai pas. Ils m'ont volé 10 ans de ma vie. Ils m'ont volé ma santé, mon enfance, mon avenir, mais ils ne me voleront pas la vérité. Je ferme les yeux et je m'endors enfin, et le matin, la guerre commence. Curtis dépose plainte vendredi. Je suis assise dans son bureau, essayant de ne pas bouger mon épaule gauche qui me fait mal depuis ce matin, comme si quelqu'un y avait enfoncé un clou brûlant. Curtis imprime les dernières pages, les range dans un dossier et dit: c'est prêt. Demain, ça ira au tribunal et lundi, la clinique recevra une copie. Prête? Je ne sais pas si je suis prête. Ma jambe droite s'engourdit, je suis assise depuis 2 heures déjà et mon corps n'aime pas rester assis longtemps. Ça fait aussi mal que de rester debout ou de marcher, mais d'une manière différente. Mais j'acquiesce. Oui. Bien, alors accroche-toi, le cirque va commencer. Il ne se trompe pas. Lundi soir, Taggart m'appelle, je viens de rentrer du travail, j'ai à peine atteint le canapé. 8 heures à la caisse, c'est 8 heures où les muscles des jambes brûlent. Le dos tire, les mains tremblent. Je m'allonge, ferme les yeux et essaie simplement de respirer. Le téléphone sonne, la voix de Taggart est calme, mais je sens que quelque chose ne va pas. Suzanne, une femme est venue à la pharmacie, elle a demandé de tes nouvelles. Elle voulait savoir si tu étais vraiment malade ou si c'était une invention. Je lui ai répondu que cela ne me regardait pas. Elle est partie, mais elle a laissé sa carte de visite. Détective privé. Je serre le téléphone. Ma main réagit immédiatement par une douleur sourde au poignet. Ils ont engagé un détective? On dirait bien. Fais attention à toi. Je raccroche et reste allongé. La douleur dans mon dos s'estompe lentement, mais mes jambes palpitent encore. Je pense au détective qui recueille des informations sur moi. Il me photographie quand je vais au travail, quand je prends le bus, quand j'achète à manger au magasin. Il essaie de trouver des preuves de que je ne suis pas aussi malade que je le dis, que j'invente. J'aimerais bien inventer, ce serait plus facile. Le lendemain, Marlin me dit que quelqu'un a sonné à la porte le matin pendant que j'étais au travail. Un homme en costume, avec un dossier, il a dit qu'il venait d'un cabinet d'avocats et a demandé si j'habitais ici. Marlène lui a répondu que cela ne le regardait pas et a fermé la porte. Il collecte des informations, dit-elle. Il cherche des points faibles. Je suis assise à la table de la cuisine, je masse mes genoux. Ils me font mal après ma journée de travail aujourd'hui. L'humidité dans l'air aggrave toujours les choses. Il va pleuvoir. Je sais, dis-je, c'est logique. La clinique ne va pas abandonner comme ça, mais je ne m'attendais pas à ce que le pire vienne d'ailleurs. Mercredi, je rentre tard du travail. À 6 heures du soir, il fait déjà nuit et froid. Je marche lentement depuis l'arrêt de bus car mes jambes me portent à peine. Quand j'arrive dans la rue Marlin, je vois Cheryl sur le porche. Elle est assise sur les marches, les genoux serrés contre elle, les yeux rivés sur son téléphone. Quand je m'approche, elle lève la tête, son visage est rouge, ses yeux sont rougis par les larmes. Il faut qu'on parle, dit-elle. Je m'arrête près des escaliers, je m'agrippe à la rampe, sinon je risque de tomber. De quoi? De ce que tu fais à notre famille. Je sors mes clés, j'ouvre la porte. Entre. À l'intérieur, Marlin est dans la cuisine. Elle me regarde, puis regarde Cheryl, hoche la tête et va dans sa chambre. Elle nous laisse seuls. Cheryl s'assoit sur le canapé. Je veux m'asseoir, mais je dois d'abord atteindre le fauteuil. 5 pas, je les fais lentement en m'agrippant au dossier du canapé. Parle, dis-je. Elle me regarde, ses yeux sont rouges, ses lèvres tremblent. Tu détruis notre famille, dit-elle. Tout le monde est au courant maintenant, les voisins, les amis, les collègues de maman. Ils nous regardent comme si nous étions des criminels. Ils chuchotent derrière notre dos, ils demandent Jean si c'est vrai que nos parents ont reçu 1 million et ne l'ont pas dépensé pour toi. Maman pleure tous les jours, papa n'arrive plus à travailler normalement, tout le monde en parle à l'usine. À l'école, on me demande si ma sœur a vraiment poursuivi la clinique et ses propres parents en justice. Je n'arrive plus à vivre normalement. Elle crie la dernière phrase. Sa voix se brise, des larmes coulent sur ses joues. Je suis assise et j'écoute. Mon épaule gauche palpite, ma jambe droite s'engourdit. Je bouge mon pied pour essayer de rétablir la circulation sanguine. Je n'ai pas poursuivi mes parents, dis-je en essayant de garder une voix calme. J'ai poursuivi la clinique. Quelle différence cela fait-il? Tout le monde sait que tes parents ont reçu l'argent. Tout le monde sait qu'ils ne l'ont pas dépensé pour toi. Tu l'as dit à tout le monde. Je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai simplement pas caché. Ce n'est pas la même chose. Quelle différence ça fait? Cheryl s'essuie le visage avec la main. Tu aurais pu régler ça en privé. Tu aurais pu parler à tes parents, trouver un accord. Mais non, tu as décidé de tout rendre public, de détruire notre réputation, de faire de nous des ordures. Cheryl, dis-je quand je peux à nouveau parler, j'ai vécu 10 ans dans la douleur.
Pendant 10 ans, je n'ai pas pu faire ce que font les enfants normaux. J'ai perdu mon enfance, ma santé, mon avenir, et puis il s'est avéré que tout cela était dû à un médicament expérimental qu'on m'avait administré sans m'en avertir correctement. Mes parents ont reçu 1,2 million de dollars pour cela, ils ont dépensé moins de 50 000 dollars pour mon traitement, ils ont mis le reste sur des comptes bancaires et sur toi, et ils m'ont jeté dehors en disant que j'étais un fardeau. Tu penses vraiment que j'aurais dû garder cela secret? Elle me regarde, les lèvres serrées. C'était leur décision, ils en avaient le droit. Le droit de quoi? Le droit de recevoir de l'argent pour ma santé et de le dépenser pour eux-mêmes. Ils t'ont élevé pendant 18 ans. Ils t'ont nourri, habillé, emmené chez le médecin, ça coûte de l'argent. Ils avaient le droit d'être dédommagés. Je sens quelque chose de chaud monter en moi, de la colère, mais mon corps me rappelle aussitôt que la colère coûte de l'énergie. Mes muscles se contractent, la douleur s'intensifie, je me force à respirer lentement. Une compensation pour quoi, Cheryl? Pour m'avoir mise au monde. Pour avoir rempli leurs devoirs parentaux élémentaires, ce n'est pas du héroïsme, c'est le minimum que des parents doivent faire pour leurs enfants. Tu es ingrate, s'écrie-t-elle. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour toi et tu les trahis. Tout ce qu'ils pouvaient, dis-je doucement. Ils auraient dû dépenser plus que le minimum pour mon traitement. Ils auraient dû trouver de meilleurs médecins, de meilleurs traitements. Ils auraient dû au moins essayer de me donner une chance d'avoir une vie normale. Mais ils ont décidé que je n'en valais pas la peine, qu'il valait mieux mettre l'argent sur un compte et attendre que je grandisse et disparaisse de leur vie. Ce n'est pas tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est le minimum multiplié par l'indifférence. Cheryl se lève brusquement. Je ne veux pas entendre ça. Je suis venue te dire que si tu ne retirais pas ta plainte, je témoignerai contre toi. Je dirai au tribunal que tu as toujours été problématique, que tu inventais des maladies pour attirer l'attention, que tu me détestais parce que j'étais en bonne santé, que tu cherchais toujours un moyen de nuire à la famille. Je la regarde, ma petite sœur qui a grandi dans l'ombre de ma maladie, mais qui n'a jamais vu à quel point c'était difficile pour moi, qui courait, sautait, vivait sa vie sans souffrance pendant que je restais assise près de la fenêtre à la regarder. Qui recevait tout, l'amour de nos parents, l'attention, l'argent, l'avenir, et considérait cela comme acquis. Fais ce que tu veux, dis-je, ma voix tremble, pas à cause de l'émotion, mais à cause de la fatigue. Mon corps veut s'allonger, maintenant, immédiatement. Mais je ne retirerai pas ma plainte, c'est mon argent, ma santé, mon droit. Elle me regarde encore un instant, puis elle se retourne brusquement et se dirige vers la porte. Tu vas le regretter, me lance-t-elle par-dessus son épaule. La porte claque, je reste debout, m'agrippant au dossier de la chaise. Mes jambes tremblent, je m'affale lentement dans le fauteuil, je ferme les yeux, je respire. Marlène sort de sa chambre 1 minute plus tard et s'approche doucement. Tu dois t'allonger, dit-elle. Je sais. Elle m'aide à me lever, me soutient par le coude pendant que je me dirige vers ma chambre. Chaque pas est une épreuve. Lorsque je m'allonge sur le lit, mon corps se détend immédiatement. La douleur ne disparaît pas, mais elle devient plus sourde, plus supportable. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, murmure Marlin. Elle le sait, réponds-je. Elle le sait, mais elle s'en fiche. La semaine suivante, mes parents déposent une contre-plainte. Curtis m'appelle au travail. Je suis debout près de la caisse, appuyée contre le comptoir. Troisième heure de travail, mes jambes me brûlent déjà. Ils t'accusent d'être entré illégalement dans leur maison et d'avoir volé des documents. Ils disent non que tu as forcé la serrure et volé des papiers confidentiels. J'avais la clé, dis-je. J'ai vécu là pendant 18 ans. C'est ma maison autant que la leur. Je sais, je prépare déjà ma réponse, mais prépare-toi pour l'audience. Ils essaient de te discréditer, de prouver que tu es instable, que tu es une voleuse, qu'on ne peut pas te faire confiance. Qu'ils essaient, l'audience est fixée à jeudi. Je prends un congé et je me rends au tribunal avec Marlene et Curtis. C'est un petit tribunal spécialisé dans les litiges immobiliers situé à la périphérie de la ville. Il y a 12 marches pour accéder à l'entrée. Je les monte lentement en m'agrippant à la rampe. Marlin est à mes côtés, prête à me soutenir. Mes jambes tremblent jusqu'à la dernière marche. Mes parents et leur avocat attendent près de l'entrée. L'avocat est un homme d'environ 55 ans, vêtu d'un costume coûteux et muni d'un dossier. Mon père me regarde avec une froide méchanceté. Ma mère détourne le regard. Cheryl n'est pas là. L'audience dure 1 heure. Je suis assise sur un banc dur, essayant de ne pas bouger. L'avocat des parents affirme que je me suis introduite illégalement dans leur maison, que j'ai forcé la serrure et volé des documents privés. Curtis montre que j'avais la clé, que j'ai vécu là jusqu'à il y a un mois, que les documents me concernaient personnellement et que j'avais le droit de les consulter. La juge, une femme d'une soixantaine d'années, fatiguée, aux cheveux courts grisonnants, écoute les deux parties et rend son verdict en 15 minutes. L'affaire y est classée sans suite, faute de constitution d'infraction. Mademoiselle Campbell avait le droit légal de se trouver dans la maison et d'accéder aux documents la concernant personnellement. La demande reconventionnelle est rejetée. Les parents se tiennent près de leur voiture dans le parking. Papa fume, maman est assise sur le siège avant et regarde par la fenêtre. Quand je passe devant eux, papa dit: Ce n'est pas fini. Je m'arrête. Ma jambe droite proteste immédiatement. Si je reste immobile plus d'1 minute, la douleur commence. Mais je m'arrête. Je sais, nous nous battrons. Nous trouverons un moyen de prouver que vous mentez. Je le regarde. Je veux dire quelque chose de dur, quelque chose qui le frappera. Mais mon corps exige que je bouge.
Vous avez reçu 1 200 000 $ pour ma santé, c'est un fait. Vous avez dépensé moins de 50 000 $ pour moi, c'est un fait. Vous m'avez chassé de chez moi en disant que j'étais un fardeau, c'est un fait. Où est le mensonge? Il ne répond pas. Il me regarde simplement avec la même froideur méchante. Je continue. Le procès contre la clinique Saint-François commence le mois prochain. 8 mois d'enfer. 8 mois pendant lesquels je jongle entre le travail, le tribunal et la douleur qui ne me quitte pas une seule minute. Curtis prépare tous les documents, dossiers médicaux, conclusions d'experts, témoignages de médecins. Il trouve 3 experts médicaux qui acceptent de témoigner que le médicament Immunoboost 17 a pu provoquer une réaction auto-immune. Il trouve des copies de l'étude menée par la clinique. Il s'avère qu'elle n'était pas entièrement terminée lorsque les patients ont commencé à être recrutés. Il trouve 2 autres familles qui ont également participé à l'étude et dont les enfants ont développé des symptômes similaires. La clinique engage un grand cabinet d'avocats de Columbus, 5 avocats, une foule d'assistants, des experts de tout le pays. Ils affirment que le lien entre le médicament et la maladie n'est pas prouvé, que j'avais une prédisposition génétique aux maladies auto-immunes, que les parents avaient signé tous les consentements nécessaires et avaient été pleinement informés des risques. Puis Curtis trouve un document, un mémo interne de la clinique. Il y est écrit que les tests précédents sur les animaux ont révélé des réactions immunitaires imprévues, que des tests supplémentaires sont nécessaires. Mais les recherches ont commencé, car la clinique avait une date limite imposée par les investisseurs. Les experts médicaux des deux parties s'accordent à dire que le médicament a très probablement provoqué ma maladie. Presa ne le sait pas encore, mais dès mardi matin, Curtis l'appelle. Je suis encore au lit. C'est mon jour de congé et je peux me permettre de ne pas me lever avant 10 heures. Mon corps est reconnaissant pour chaque minute passée en position horizontale. Ils veulent conclure un accord. Je m'assois. Mon dos proteste immédiatement. Une douleur fulgurante me transperce entre les omoplates. Je me masse le cou. Que propose-t-il? 1 200 000 $, la même somme qu'à tes parents, sans reconnaissance de culpabilité, mais avec paiement intégral. Et ils retirent leur plainte contre tes parents pour divulgation d'informations. Je me lève lentement, je me dirige vers la cuisine. Chaque pas est prudent. Marlin est assise à table, boit son café et me regarde. Y a-t-il des conditions? Je demande. Un accord de confidentialité. Tu ne peux pas parler des détails du règlement, du montant, des documents internes de la clinique, et ce que nous avons découvert sur eux ne doit pas être divulgué à la presse par nous. Mais le fait qu'il y ait eu un procès et que tu aies reçu une compensation peut être mentionné. Combien prendrez-vous? 30%, 360 000. Il te restera 840 000 après les impôts. Je m'assois sur une chaise, mes genoux fléchissent. Heureusement que je me suis assise à temps. Je regarde par la fenêtre. Dehors, il neige. La première neige de cet hiver. Blanche, pure, silencieuse. 840 000 $, c'est plus que je n'ai jamais vu. Cela suffira pour les meilleurs médecins, les nouvelles méthodes de traitement, la physiothérapie, pour l'éducation, pour une vie sans la peur constante de ne pas avoir assez d'argent pour les médicaments. Qu'en penses-tu? Demande Curtis. Je pense aux 8 mois de procès, au fait que chaque audience est une épreuve pour le corps, au fait que si je refuse, le procès pourrait durer encore 1 an, peut-être 2, et il n'y a aucune garantie. Je suis d'accord, dis-je. Nous signons les documents dans le bureau de Curtis vendredi. Curtis, moi et 2 représentants de la clinique. Je suis assise dans un fauteuil moelleux. Curtis a spécialement demandé qu'on en apporte un. Il sait que j'ai du mal à rester assise sur des surfaces dures. Je signe les papiers. Ma main tremble un peu, mais ma signature est lisible. La représentante de la clinique sort un chèque, 1 200 000 $. Elle le pose sur la table. Félicitations, mademoiselle Campbell. L'affaire est close. Marlène me ramène à la maison. Je suis assise sur le siège passager tenant le dossier avec les documents. Ma jambe gauche est engourdie, je suis restée assise trop longtemps. Je bouge mon pied, essayant de faire circuler le sang. Tu l'as fait, dit Marlène. Oui. Comment te sens-tu? Je ne sais pas, réponds-je honnêtement. Et le matin, Cheryl m'appelle. Sa voix est méchante, tendue. C'est vrai? Tu as reçu l'argent? Oui. Combien? C'est confidentiel. Combien, Suzanne? Je reste silencieuse. Autant que mes parents naissent pas, 1 200 000 $, tu as profité 2 fois de notre malheur. Ce n'est pas votre malheur, dis-je doucement. C'est le mien, c'est mon corps qui a été brisé, c'est moi qui vis avec la douleur chaque jour, c'est mon argent. Tu as détruit notre famille pour de l'argent. Je n'ai pas détruit votre famille. Vous avez détruit votre famille vous-même, quand vous avez décidé que l'argent était plus important que moi. Silence, puis ne nous appelle plus, jamais. Pour nous, tu es morte. Elle raccroche. Je reste assise, le téléphone à la main. Mes genoux palpitent, mon dos me fait mal, mon épaule droite me tire. Pour eux, je suis morte. Je me recouche, je ferme les yeux, la douleur est toujours là, mais aujourd'hui, elle est un peu différente. Aujourd'hui, c'est la douleur d'une personne qui a gagné 8 ans, c'est long, assez long pour que la vie change complètement, pour qu'une fille qui tenait à peine debout après son travail à la pharmacie devienne une femme capable de monter les escaliers sans canne. Pas toujours sans douleur, la douleur est toujours là, elle n'a pas disparu, mais beaucoup moins souvent et moins forte qu'avant. J'ai 26 ans, je me trouve au centre de rééducation Nouvelle Espérance et je regarde un homme d'une cinquantaine d'années essayer de lever le bras au-dessus de sa tête. Sa main tremble, se lève de quelques centimètres et retombe. Encore une fois, dis-je calmement, lentement, sans forcer. Il respire difficilement mais essaie à nouveau. Cette fois, sa main se lève un peu plus haut. Bien, reposez-vous une minute.
Je prends des notes dans son dossier. Les progrès sont lents, mais ils sont là. 3 mois après son AVC, il peut déjà bouger sa main. Dans 6 mois, il pourra peut-être tenir une fourchette. J'ai terminé mes études de kinésithérapie il y a 4 ans. 840 000 $ ont suffi pour tout. L'éducation, les meilleurs médecins, les traitements expérimentaux proposés par les médecins, mais que mon assurance refusait de prendre en charge. De nouveaux médicaments, des opérations sur les 2 articulations les plus touchées, une physiothérapie intensive. Cela ne m'a pas guéri, une maladie auto-immune, c'est pour toujours, mais cela m'a rendu la vie possible. Je prends maintenant des médicaments 2 fois par jour, ils sont chers mais ils sont efficaces. La douleur qui était auparavant constante n'apparaît plus que rarement, généralement avant la pluie ou lorsque je travaille trop, mais même dans ces cas-là, ce n'est plus la douleur qui me clouait au lit. C'est une douleur sourde avec laquelle je peux vivre. Je peux travailler 8 heures sans m'écrouler de fatigue, je peux aller me promener avec les enfants, je peux passer une journée sans me demander quand est-ce que ça va enfin s'arrêter. C'est étrange de vivre sans douleur constante. Les premiers mois après le début du nouveau traitement, je n'y croyais pas. Je me réveillais le matin et j'attendais que mon corps se manifeste. Mais il restait silencieux. Il me permettait simplement de me lever, de m'habiller, de prendre mon petit déjeuner, comme n'importe quelle personne normale. La première fois que j'ai passé une journée entière sans douleur, j'ai pleuré. C'est à ce moment-là, en me couchant le soir, que je me suis dit, c'est donc ainsi que vivent les autres. Ils vivent tout simplement, sans lutter quotidiennement contre leur propre corps. Suzanne, une voix me tire de mes pensées. Je me retourne. Tagar se tient dans l'embrasure de la porte, vêtu d'une blouse blanche, un dossier à la main. Tu as 1 minute. Je fais signe au patient qu'il peut se reposer et je me dirige vers Taggart. Que se passe-t-il? Rien de grave, je veux juste te montrer quelque chose. Il m'emmène dans son bureau. Nous travaillons dans le même centre depuis 3 ans. Il dirige le service pharmacie, je m'occupe de la physiothérapie. Nous nous sommes rencontrés dans cette même pharmacie il y a 8 ans. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans. Nous avons eu Liam il y a 4 ans et là il y a 2 ans. 2 enfants qui n'ont pas hérité de ma maladie. Lorsque le médecin m'a annoncé cela après les analyses, j'ai pleuré pendant 1 heure, tandis que Taggart restait à mes côtés. Il y a une enveloppe sur le bureau dans le cabinet, c'est un article tiré d'une revue médicale. Titre Conséquences à long terme de l'immunothérapie expérimentale, nouvelle analyse. Auteur, le docteur Grant, mon ancien pédiatre, celui qui a témoigné au tribunal. Je le lis. L'article analyse les cas d'enfants qui ont participé à l'étude ImmunoBoost 17. Il y avait 18 participants au total, 7 ont développé des maladies auto-immunes. 3 sont décédés, les autres vivent avec des douleurs chroniques et des limitations. L'article appelle à une réglementation plus stricte des essais cliniques sur les enfants. Il s'est basé sur ton cas, dit Taggart à voix basse. Il ne t'a pas nommé, mais tous les détails sont les tiens. Il veut que d'autres enfants ne subissent pas la même chose. Je pose les papiers sur la table, je sens une boule dans ma poitrine. 3 sont morts. 3 enfants qui auraient pu vivre si la clinique n'avait pas précipité les choses. Si quelqu'un avait testé le médicament comme il se doit. Je ne savais pas que 3 étaient morts, dis-je doucement. La clinique l'a caché. Elle a versé d'importantes compensations aux familles pour qu'elles gardent le silence, mais Grant a réussi à obtenir les données. Il prend des risques. La clinique pourrait le poursuivre pour divulgation, mais il dit que c'est plus important. Je regarde par la fenêtre. Dehors, c'est l'automne, les feuilles sont jaunes, le ciel est gris. Les enfants jouent sur le terrain en face. Ils courent, crient, rient. Des enfants en bonne santé qui ne savent pas ce que c'est que de se réveiller dans la douleur. C'est bien qu'il ait fait ça, dis-je enfin. Taggart m'enlace par derrière, pose son menton sur mon épaule. Toi aussi, tu l'as fait. Le soir, nous rentrons tous les 3 à la maison. Moi, Taggart et Marlin. Elle vit avec nous depuis 2 ans. Après avoir atteint l'âge de 59 ans, elle a décidé de prendre sa retraite et de nous aider avec les enfants. Au début, j'ai refusé, je ne voulais pas qu'elle se sente obligée. Mais Marlène a simplement ri. Suzanne, je veux voir grandir les enfants. Ce n'est pas une obligation, c'est un privilège. Maintenant, elle va chercher Liam à la crèche et est là chez la nounou, prépare le dîner et Taggart et moi rentrons dans une maison chaleureuse qui sent bon la cuisine et où résonne le rire des enfants. C'est un bonheur que je n'aurais jamais cru connaître. Liam court vers moi dès que j'ouvre la porte. Maman, regarde ce que j'ai dessiné. Il tient une feuille de papier avec quelque chose de bleu et de vert. Peut-être la mer ou un dinosaure. Difficile à dire. C'est beau, dis-je en le prenant dans mes bras. Il est lourd, il a 4 ans, mais il est déjà si grand. Avant, je n'aurais pas pu le soulever. Maintenant, je peux. Encore un petit miracle. Qu'est-ce que c'est? Un dragon. Il crache du feu et protège le château. Un dragon très puissant. Ella dort dans son lit. Je m'approche, je la regarde. Ses boucles sont blond foncé, ses joues roses, sa respiration régulière. Elle ressemble à Taggart. Liam me ressemble. Ils sont tous les deux en bonne santé. Ils ne savent pas ce qu'est la douleur chronique. Je veux qu'ils ne le sachent jamais. Marlène sert le dîner. Nous nous asseyons tous les 4. Ella est encore petite, elle dort, nous mangeons, nous parlons de notre journée. Liam raconte son jardin d'enfants, comment ils ont dessiné un dragon et comment son ami Jacob est tombé du toboggan mais n'a pas pleuré. Taggart parle d'un nouveau patient à qui on a prescrit un traitement complexe. Marlène parle de son travail, elle continue à faire des remplacements à la clinique 1 fois par semaine, disant qu'elle ne peut pas rester à la maison sans rien faire. J'écoute et je pense, c'est ma vie. Celle qu'elle aurait dû être depuis le début, sans cette capsule blanche il y a 10 ans.
mais aussi celles que je n'aurais pas eues si je n'avais pas quitté mes parents, si je n'avais pas intenté de procès, si je ne m'étais pas battue. Après le dîner, Taggart donne le bain à Liam, je nourris Ella, Marlène fait la vaisselle, même si je lui ai dit que je pouvais m'en occuper. Laisse-moi me sentir utile, dit-elle. Une fois les enfants endormis, Taggart et moi nous asseyons dans la cuisine pour boire un thé. Il tient ma main sur la table et me caresse le poignet avec son pouce. Comment vas-tu me demande-t-il. Je sais qu'il ne me parle pas de mon travail, il me parle de la douleur, il me pose toujours cette question, même maintenant que la douleur a presque disparu, il continue de veiller sur moi. Il remarque quand je grimace, quand je bouge avec plus de précaution, quand je prends un comprimé plutôt que nécessaire. Ça va, dis-je. Aujourd'hui, je n'ai presque pas eu mal, juste un peu ce matin quand je me suis réveillée, mais ça est vite passé. Il hoche la tête, il embrasse ma main. Bien, nous restons assis en silence, dehors il fait noir, seuls les réverbères éclairent la rue, je pense à ce qui aurait pu être différent. Si mes parents avaient dépensé cet argent pour mon traitement, si j'avais reçu les bons médicaments il y a 8 ans et non maintenant, peut-être que la douleur n'aurait jamais été aussi forte, peut-être que je n'aurais pas perdu autant d'années. Mais alors, je n'aurais pas connu Taggart, je n'aurais pas eu Liam et Ella, je ne travaillerais pas dans un centre de rééducation aidant d'autres personnes qui vivent avec la douleur. Le destin est une chose étrange, il prend une chose et en donne une autre. Et on ne sait jamais si cela valait la peine de payer un tel prix pour ce qu'on a reçu. Le lendemain matin, quand je suis arrivée au travail, j'ai reçu une enveloppe blanche, ordinaire, sans adresse de retour, seul mon nom était inscrit au recto, d'une écriture soignée et arrondie, je l'ai immédiatement reconnu. Maman, je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite, je le mets dans le tiroir de mon bureau et je vais voir mes patients. Il reste là toute la journée, je sais qu'il est là, mais je ne le touche pas. Comme si tant que je ne l'ouvrais pas, il n'existait pas. Mais le soir, quand tous les patients sont partis, je sors l'enveloppe. Je l'ouvre, à l'intérieur, il y a une feuille de papier pliée en deux. Suzanne, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis 8 ans. Je sais que tu ne veux pas m'entendre. Mais j'ai besoin d'écrire cela. Je veux te rencontrer, pas pour te demander pardon, je sais que tu ne me croiras pas. Juste pour parler, pour que tu entendes notre version. Nous ne sommes pas des monstres, Suzanne. Nous avons fait ce que nous pensions être juste pour toute la famille. Cet argent n'était pas seulement le tien, il était à nous, pour toutes ces années passées à prendre soin de toi, pour le stress, pour la souffrance, pour tout ce que nous avons enduré. Peut-être avons-nous fait une erreur, peut-être aurions-nous dû te donner plus. Mais nous ne savions pas que tu réagirais ainsi, que tu irais en justice. Que la clinique nous prendrait la moitié de ce qui nous restait. Oui, la clinique a obtenu 500 000 dollars pour avoir soi-disant violé la confidentialité. Nous avons déménagé, papa a changé de travail. Personne ne nous connaît ici et c'est bien. Mais nous vieillissons, Suzanne. Ton père a 54 ans, j'en ai 52. Nous ne sommes plus jeunes. J'ai entendu dire que tu avais des enfants. Deux, un garçon et une fille. Cheryl me l'a dit, je veux les voir. Ce sont nos petits-enfants. Nous avons le droit de les connaître. On se voit quand tu veux, où tu veux. Donne-moi juste une chance de t'expliquer. Maman, je relis la lettre 2 fois, puis je la pose sur la table et je regarde par la fenêtre. Elle veut voir mes enfants, pas moi, mes enfants, mes petits-enfants, qu'elle n'a jamais vus, dont elle n'a pas parlé pendant 8 ans. Maintenant que l'argent vient à manquer, que Cheryl a pris la majeure partie, qu'ils vieillissent, elle se souvient qu'elle a une autre fille, avec des enfants, avec une famille. Nous avons le droit de les connaître. Non, ils n'ont pas ce droit. Le droit, ça se mérite. Être grand-mère et grand-père, ce n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour, d'attention, de présence. Ils n'étaient pas là quand j'avais besoin d'eux. Pourquoi devrais-je leur donner accès à mes enfants? Je remets la lettre dans l'enveloppe. Je la range dans le tiroir de la table. Je ne la jette pas. Je la range simplement. Le soir, j'en parle à Taggart. Nous sommes assis sur le lit. Il me serre dans ses bras. Je pose ma tête sur son épaule. Que veux-tu faire? Demande-t-il. Je ne sais pas. Tu veux la rencontrer? Je pense. Est-ce que je le veux? Une partie de moi, cette petite fille qui, il y a 10 ans, voulait que sa mère la prenne dans ses bras et lui dise tout ira bien, le veut. Elle veut entendre des explications, elle veut comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais l'autre partie, la femme adulte qui a traversé la douleur, le procès, des années de solitude, sait que les explications ne changeront rien, qu'il n'y aura pas d'excuses, que même s'ils disent d'un pardon, cela ne ramènera pas les 10 années perdues. Pas aujourd'hui, dis-je enfin. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Taggart m'embrasse sur la tempe. D'accord, quand tu seras prête, tu me le diras. Une semaine passe, la lettre est toujours dans le tiroir. Je ne réponds pas, je n'appelle pas, je vis simplement ma vie. Je travaille, je rentre à la maison, je joue avec les enfants, je m'endors près de Taggart. Il pleut dehors, les gouttes coulent sur la vitre laissant des traces humides. Je pense à mes parents, à ce à quoi ils ressemblaient il y a 8 ans lorsque je les ai vus pour la dernière fois au tribunal. Papa, sec, dur, avec la certitude inébranlable qu'il a raison. Ma mère, fatiguée, les épaules tombantes, le regard qui glissait sur moi. Maintenant, ils ont vieilli. Peut-être ont-ils changé, peut-être ont-ils compris quelque chose. Ou peut-être pas, peut-être pensent-ils encore qu'ils avaient raison, que l'argent leur appartenait, que je les ai trahis. Je sors la lettre du tiroir, je le relis. Nous avons le droit de les connaître. Le droit, toujours le droit. Jamais nous voulons. Nous sommes désolés. Excusez-nous. Seulement le droit. Je pose la lettre sur la table, pas dans le tiroir, sur la table où elle restera, où je la verrai tous les jours. Peut-être qu'un jour je répondrai, peut-être que je les rencontrerai, peut-être que je leur donnerai une chance de voir Liam et Ella, mais pas parce qu'ils en ont le droit, mais parce que j'ai le choix. Ils m'ont pris beaucoup, mon enfance, ma santé, des années sans douleur, mais ils ne m'ont pas enlevé mon droit de choisir. C'est moi qui déciderai quand et si je répondrai.
Pour l'instant, je vis simplement. Je travaille, j'élève mes enfants, j'aime mon mari, je discute avec Marlène pendant le dîner. Je prends mes médicaments 2 fois par jour et je me réjouis que la douleur ait presque disparu. Je suis en vie, je suis libre, je suis heureuse et cela me suffit pour aujourd'hui. La lettre est posée sur la table, la pluie tombe derrière la fenêtre. Je me lève, je vais dans le salon où Taggart lit à Liam un livre sur les dragons. Je m'assois à côté de lui, Liam grimpe sur mes genoux. Je le serre dans mes bras, je sens la chaleur de son petit corps. J'écoute Taggart lire l'histoire d'un chevalier courageux. La lettre est toujours sur la table, mais elle peut attendre. Maintenant, j'ai le temps.